Alors, on va voir le chapitre 8. C'est le chapitre sur la flore normale et pathogène. Avant de prendre connaissance du présent vidéo, vous devriez déjà avoir lu le PowerPoint original que j'ai mis sur Moodle. Parce que je ne vais pas commenter toutes les diapos. Les premières diapos, ça concerne les définitions. Donc, je vous laisse prendre connaissance des définitions dans le PowerPoint original. Alors, on va voir les différentes fleurs normales selon le site. Donc, fleurs normales qu'on appelle aussi maintenant le microbiote ou le microbiome. Alors, on commence par la peau et également les muqueuses. Vous allez voir que j'ai toujours mis les trois bactéries les plus fréquemment rencontrées parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais je vous demande d'en retenir trois pour chacun des sites. Donc, au niveau de la peau des muqueuses, les trois qu'on rencontre le plus fréquemment, premièrement, les Staphylococcus epidermidis. Ça, c'est des Staphylococcus qui sont à coagulase négative. Vous connaissez déjà la morphologie des Staphylococcus, donc ce sont des coccigrammes positifs. Ensuite, on a le Corynebacterium sp. Les Corynebacterium, vous vous souvenez, c'est les bactéries qui se présentent en lettres chinoises. Alors, ce sont des bacilligrammes positifs avec un arrangement souvent en lettres chinoises ou en palissade. Et la troisième, ce n'est pas une bactérie, ce sont les levures. Donc, les levures qui font partie des mycètes, donc des champignons. Comme je vous ai dit, il y en a beaucoup d'autres qu'on peut retrouver, mais là, vous allez retenir les trois principales. Alors, au niveau des flores normales des voies respiratoires, il faut savoir qu'on a les voies respiratoires supérieures, comme le nez, comme le pharynx, qu'on appelle aussi la gorge. On va retrouver des bactéries ici. Par contre, au niveau des voies respiratoires inférieures, à partir de la trachée, au niveau des bronches, au niveau des poumons, c'est stérile. Donc, ça veut dire qu'on ne devrait pas retrouver de bactéries à ces sites-là. Si on a des bactéries, c'est signe d'une infection comme d'une bronchite ou encore de pneumonie. Alors, quelles bactéries on retrouve au niveau des voies respiratoires supérieures? Je vous rappelle, on parle du nez, on parle du pharynx. Donc, les trois principales, Streptococcus viridans, donc c'est des coccigrammes positifs qui vont souvent se présenter en chaînette. On a Staphylococcus epidermidis qu'on a retrouvé tantôt au niveau de la peau. Et on a Staphylococcus aureus qu'on retrouve aussi au niveau du nez chez certains porteurs sains. Staph aureus, c'est le Staphylococcus qui est souvent pathogène parce qu'il y a une coagulase positive. Par contre, on sait que dans la population, on a des porteurs sains au niveau des fosses nasales. Donc, dans ce cas-ci, Staphylococcus aureus, ça ne cause pas de problème. Les voies respiratoires inférieures, on a dit que c'était stérile, donc on ne devrait pas retrouver de bactéries à ce niveau-là, sinon c'est un signe d'infection. Maintenant, les voies digestives, un petit rappel, vous devriez avoir vu ça dans vos cours d'anatomie, mais on parle de la cavité buccale, donc la bouche, l'œsophage qui se rend jusqu'à l'estomac. À la sortie de l'estomac, on a le duodénum, suivi de jéjunum, iléon et le côlon juste avant la sortie là, au niveau de l'anus. Alors, pour évaluer les différentes flores qu'on retrouve dans les voies digestives, j'ai séparé la voie digestive en 4 sections. Donc, premièrement, au niveau de la cavité, de la cavité buccale. Bon, ça, c'est un milieu qui est vraiment favorable à la croissance des bactéries. Donc, la flore normale est abondante. On peut avoir jusqu'à 200 espèces différentes possibles. Donc, on retient les trois principales. Streptococcus viridans, qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la gorge, du pharynx. On a aussi également des bactéries anaérobies strictes. Donc, étonnamment, dans la bouche,
on a une bonne flore de bactéries anaérobies qui vont aller se camoufler au niveau de la gencive, entre la dent et la gencive, où est-ce qu'il y a moins d'oxygène qui est présente. Ensuite, on a encore une fois les levures, donc les levures comme Candida albicans et les Candida sp. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais on retient les trois principales. Au niveau de l'estomac, on a un pH super bas aux alentours de 2. C'est impossible que les bactéries puissent s'implanter avec un pH aussi bas que ça. Donc, à ma connaissance, la seule bactérie qu'on peut retrouver qui cause une pathologie, c'est Helicobacter pylori. Helicobacter pylori est acidophile, en fait, est capable de vivre dans un milieu très, très acide et ça va causer des problèmes gastriques et des problèmes au niveau du duodénum. Maintenant, justement, à la sortie de l'estomac, c'est le duodénum. Là, le pH commence à remonter. On est aux alentours de 6. Il y a présence de sels biliaires. Les sels biliaires, c'est un peu des inhibiteurs de la croissance bactérienne. Alors, au niveau du duodénum, il y a peu de bactéries qui vont s'installer ici. C'est quand on arrive au niveau du côlon, c'est un habitat qui est super favorable. On a des nutriments pour en fait permettre la croissance des bactéries. Donc, on a une flore normale super abondante. Énormément de bactéries de la famille des entérobactéries. Entéro, c'est pour intestin. Et la principale, c'est E. coli. Et on a également énormément de bactéries anaérobies au niveau de l'intestin, du gros intestin. Donc, la principale, c'est la bactérie Bacteroides, bactérie anaérobie stricte, qui est un bacille gram-négatif. Maintenant, au niveau de la flore normale vaginale, c'est une bactérie qui est présente, qu'on appelle les lactobacillus. Lactobacillus, ça forme ce qu'on appelle la flore de Doederlin. Lactobacillus, c'est une bactérie qui va maintenir un pH acide aux alentours de 4,5. Donc, c'est aussi une bactérie qui est acidophile, mais c'est une bactérie dont les métabolites vont permettre de garder un pH aux alentours de 4,5. Et ça empêche l'implantation des bactéries pathogènes. Qu'est-ce qui se produit lors de la modification du pH si on augmente le pH supérieur à 4,5? Ça va se produire dans des dérèglements hormonaux comme la ménopause, comme la grossesse, aussi dans le diabète et aussi suite à la prise d'antibiotiques. Donc, en prenant les antibiotiques, on va détruire les bactéries qui causent une infection, mais en même temps, on va détruire les bonnes bactéries, donc les bactéries de la flore normale. Qu'est-ce qui se produit en pH modifié? On peut avoir l'implantation surtout de levures, donc on va parler de levures qui vont causer des vaginites, donc on dit des vaginites à candida. Alors, sur les photos, vous avez ici la photo d'en haut, un prélèvement vaginal avec la flore de lactobacillus. Ce sont des gros bacilles gram-positifs. Donc, on les voit ici qui sont sur une cellule épithéliale. Et ici en bas, on a des règlements de la flore. Donc, on a perdu les lactobacillus et on a des levures que vous voyez ici, qui vont aller s'implanter pour causer une vaginite à candida. Alors, encore une fois, un petit rappel sur l'anatomie des voies urinaires. Alors, on a les voies urinaires hautes comme les reins, les uretères, la vessie, éventuellement l'urètre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la partie haute des voies urinaires, c'est stérile. Donc, jusqu'à la vessie, on ne devrait pas retrouver de bactéries, c'est stérile. Sauf que plus on s'approche de la partie distale, donc de la partie vers la sortie, donc vers le méa urinaire, là, ça va être contaminé par des bactéries de la flore cutanée. Donc, c'est sûr qu'il y a des bactéries qui peuvent se retrouver ici à la sortie de l'urètre.
Alors, comme je viens de le mentionner, les voies supérieures, les reins, les uretères, la vessie, c'est stérile. Donc, si jamais on retrouve des bactéries au niveau de l'urètre, de la vessie, des reins, c'est un signe d'infection urinaire. Donc, bactéries dans la vessie, infection urinaire. Éventuellement, si les bactéries montent plus haut vers les reins, on va parler de pyélonéphrite, donc de l'infection au niveau des reins. Au niveau de l'urètre, j'ai mentionné aussi que la partie distale est colonisée par les bactéries de la flore normale de la peau. Donc, il y a toujours un peu de bactéries qui se retrouvent ici. Par contre, à chaque miction urinaire, donc quand on urine, ça permet un drainage des bactéries. Donc, on va faire disparaître, on va éliminer les bactéries qui sont présentes à cet endroit-là. D'ailleurs, vous avez sûrement vu en prélèvement que quand on a une culture d'urine, on va demander aux patients d'éliminer les premiers millilitres d'urine pour ainsi enlever les bactéries qui sont contaminantes. Et on va prélever le mi-jet, donc la deuxième portion de la miction. Et là, si jamais il y a des bactéries à ce niveau-là, c'est des bactéries qui proviennent de la vessie. Donc, on va penser à une infection urinaire. Le pH urinaire aussi est un peu acide, aux alentours de 6, et ça aussi, ça empêche l'implantation des bactéries qui pourraient causer des infections urinaires. Donc, le technicien qui travaille au laboratoire de microbiologie, il doit connaître les différentes flores normales. En fait, ça permet plusieurs choses. Premièrement, ça permet un aperçu des infections qui sont possibles selon le site de prélèvement. J'ai mis deux exemples de cas cliniques. Premier exemple, on a un patient ici qui fait une septicémie. Donc, septicémie, c'est une infection du sang. C'est une infection qui est grave parce que c'est une infection qui est systémique. Donc, dans mon exemple, la septicémie est causée par la bactérie E. coli. On sait que E. coli, c'est présent en grande quantité dans l'intestin et dans les renseignements cliniques, on voit que le patient est hospitalisé suite à une perforation intestinale. Donc, s'il y a eu un bris de l'intégrité de l'intestin, c'est normal d'avoir la bactérie E. coli présente dans l'intestin qui a passé dans la circulation sanguine pour aller causer une infection du sang. Deuxième exemple, notre patient souffre d'une endocardite, donc d'une inflammation de l'endocarde au niveau du cœur, causée par la bactérie Streptococcus viridans. On sait que viridans est nombreux au niveau de la bouche, au niveau de la gorge. Et dans les renseignements cliniques, on voit que le patient a subi une chirurgie à la gencive. Donc, c'est malheureux, mais probablement que des bactéries pendant la chirurgie qui sont passées dans la circulation sanguine se sont rendues au cœur pour aller causer une infection de l'endocarde. D'ailleurs, si vous avez subi déjà des chirurgies chez le dentiste, habituellement, on va donner aux patients des antibiotiques en prophylaxie, c'est-à-dire des antibiotiques avant la chirurgie pour diminuer le plus possible la quantité de bactéries au niveau de la bouche, pour éviter en fait une infection conséquente. Alors, encore une fois, pourquoi le technicien doit bien connaître ses flores normales? La deuxième chose, c'est la bonne perspective de la source et des conséquences d'une infection. On va voir que pour la même bactérie, la présence à un site n'a pas la même conséquence. Donc, dans mon exemple ici, j'ai pris la bactérie E. coli qu'on retrouverait par exemple dans une culture de sel. Bien, c'est tout à fait normal. Dans la selle, on va rechercher seulement les pathogènes. On avait déjà vu Salmonella et Shigella. Il y en a plus que ça, mais bon, ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Donc, c'est normal. E. coli dans la culture de sel, on s'en occupe pas. On va jamais le mentionner au rapport. Alors que si on retrouve la bactérie E. coli dans un prélèvement qui provient d'une plaie chirurgicale, bien là, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on a une plaie infectée significative d'une infection et on va devoir travailler, en fait, identifier la bactérie et la mentionner au rapport du patient. Alors, on est encore dans pourquoi vous devez connaître vos flores normales. Bien, ça permet aussi aux techniciens d'évaluer l'importance de la présence d'une bactérie X à un site
qui soit stérile versus un site contaminé. Donc, un site contaminé, on a dit tout à l'heure qu'on a des bactéries à certains endroits dans les flores normales. Alors, si je prends dans mes cas cliniques, ici, on a Staphylococcus aureus qu'on retrouve à partir d'une culture faite au niveau du nez. On va dire que c'est un porteur sain. Donc, il y a des porteurs sains dans la population. Je ne me souviens pas par cœur le pourcentage. C'est peut-être 15 à 20% des gens qui ont du Staphylococcus aureus au niveau des fosses nasales et ça ne leur cause pas de problème. Par contre, si on retrouve Staphylococcus aureus dans un site stérile, comme à partir d'un liquide bronchique qui a été prélevé au niveau des branches, bien là, c'est vraiment pas normal. Donc, on va parler d'une infection. Encore une fois, il faut identifier la bactérie et la mentionner au rapport du patient. Alors, en résumé, le technicien doit déterminer si la bactérie est flore normale ou pathogène, et ça, c'est selon le site du prélèvement. Et également, la connaissance de la flore normale d'un site, ça va permettre d'accélérer le processus d'identification du pathogène et aussi d'évaluer l'impact de la présence d'une bactérie selon le site de prélèvement. Vous allez voir que quand on travaille au laboratoire de micro, les protocoles sont différents selon si on travaille avec les expectos, expectoration versus les cultures d'urine, les cultures de sel, les cultures de pus de plein. Donc, il y a un protocole différent pour chacun des sites de prélèvement, à savoir quelles sont les bactéries que c'est normal de rencontrer là ou sinon, est-ce que c'est une bactérie qui est pathogène? Donc, quelques questions pour savoir si vous avez bien compris. Première question, on a un monsieur Laplante qui consulte pour des douleurs au bas du ventre. Dans la culture de l'urine, on retrouve de nombreuses bactéries de type E. coli. Premièrement, est-ce normal et pourquoi? Alors, si monsieur Laplante a bien fait son mijet, c'est pas normal de retrouver du E. coli dans sa culture d'urine, parce que l'urine provient de la vessie et au niveau de la vessie, ça devrait être stérile. Deuxièmement, la bactérie provient probablement de quel site? Donc, on parle de la bactérie E. coli qu'on retrouve abondamment dans l'intestin. On sait que l'anus est assez près de l'urètre, donc c'est probablement du E. coli qui provient, en fait, qui a contaminé l'urètre et qui provient du système digestif. Donc, la deuxième question, ça concerne la Madame Pérez qui a des maux de gorge depuis une semaine. Elle va consulter. On va faire un prélèvement du pharynx et on va voir à la culture la présence de Streptococcus viridans. Selon vous, est-ce que S. viridans est à l'origine des maux de gorge de la patiente? Mais la réponse est non. Parce que Streptococcus viridans, c'est de la flore normale et ça c'est jamais en cause dans une pathologie au niveau des voies respiratoires supérieures. Alors, la patiente fait probablement une pharyngite virale parce que il n'y a pas, en fait, je vous ai déjà dit que le pathogène qu'on rencontre souvent, c'est Streptococcus pyogenes, donc le Streptococcus bêta-hémolytique de groupe A, ou encore de groupe C ou de groupe G. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de pathogènes qui vont causer des infections au niveau de la gorge. Donc, la troisième question, parmi les sites suivants, lesquels sont stériles? Donc, la muqueuse de la bouche, le foie, l'urètre, soit chez l'homme ou la femme, le liquide céphalorachidien, la vessie, le nez, les branches et le sang. Donc, lesquels sont stériles? Le foie, évidemment, tous les organes internes sont stériles. Le liquide céphalorachidien, c'est stérile, évidemment, parce que si on a des bactéries au niveau du liquide céphalorachidien, c'est un signe de méningite. La vessie, on l'a vu, c'est stérile. Et les branches, c'est stérile. Et le sang, évidemment, à l'intérieur de l'organisme, il n'y a pas de bactéries là non plus. Donc, les 2, 4, 5, 7 et 8 sont des sites qui sont stériles.
Alors, on va parler de la pathogénicité microbienne, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains micro-organismes qui sont plus pathogènes que d'autres. Et ces bactéries-là ont un pouvoir, c'est-à-dire la capacité de causer une altération des fonctions normales, ont la capacité de causer des infections et ont la capacité de causer des dommages aux tissus. Alors, il faut connaître une certaine terminologie au niveau de la pathogénicité microbienne. On va voir les définitions. Alors, la différence entre un pathogène obligatoire et un pathogène opportuniste. Le pathogène obligatoire, ça le dit, c'est un pathogène qui obligatoirement va causer la maladie. Alors, on ne peut pas être porteur sain de ces bactéries-là. Si jamais on a cette bactérie-là à quelque part dans l'organisme, ça peut être soit symptomatique ou asymptomatique, mais c'est jamais normal. Donc, ça fait jamais partie des flores normales. J'ai retenu deux exemples. Neisseria gonorrhoeae, la maladie transmise sexuellement, qui va causer des urétrites ou des cervicites, et Mycobacterium tuberculosis, qu'on a déjà vu aussi, qui cause la tuberculose. Donc, on ne peut pas être porteur sain de ces bactéries-là. À l'inverse, les pathogènes opportunistes, c'est des bactéries qui font partie de la flore normale et dans certaines circonstances qui peuvent causer des infections, soit chez des personnes qui sont immunodéficients ou immunosupprimés, ou encore des bactéries qu'on va retrouver pour une raison X à un site autre que le site habituel. Donc, trois exemples, E. coli dans l'infection urinaire, Staphylococcus epidermidis qui va causer une conjonctivite au niveau de la conjonctive de l'œil, et Candida, le champignon, donc la levure, qui va causer des infections vaginales. Alors, on est encore dans les définitions. Quand on parle de virulence, la virulence, ça va déterminer l'intensité du pouvoir pathogène d'une bactérie. Ça va souvent être dépendant de certaines structures, de certaines toxines, de certaines enzymes qu'on va voir un peu plus loin. Mais en fait, ça va déterminer soit le pouvoir invasif, ça veut dire est-ce que la bactérie est bien capable de se répandre dans les tissus environnants. Le pouvoir infectieux, ça fait référence à la capacité à établir un foyer infectieux, donc de s'établir pour causer l'infection. Et le pouvoir toxinogène, il y a certaines bactéries qui sont capables de produire des toxines. Maintenant, c'est quoi la différence entre une infection endogène et une infection exogène? Bon, ça nous fait un peu penser à ce qu'on a vu tout à l'heure concernant les pathogènes opportunistes versus les pathogènes obligatoires. Donc, infection endogène, ça veut dire que les bactéries qui causent l'infection, endogène, ça le dit, ça provient de la flore normale. Donc, ça provient directement de l'organisme. J'ai repris les mêmes exemples que tantôt, une vaginite à candida, une infection urinaire à E. coli. Quand on parle d'infection exogène, ça veut dire que la bactérie provient de l'extérieur de l'organisme. Donc, ça provient, en fait, deux exemples, soit Neisseria gonorrhoeae, chlamydia, qui cause des infections transmises sexuellement, ou encore la tuberculose. Donc, vu que ces bactéries-là font jamais partie de la flore normale, nécessairement, ils proviennent de l'extérieur de l'organisme, de là le terme infection exogène. On est encore dans les définitions. Donc, infection transmissible, ça veut dire que le micro-organisme se transmet d'un individu à un autre individu. Exemple, la tuberculose, la coqueluche, qui est causée par une bactérie qu'on appelle Bordetella pertussis, ou encore la chlamydia. Donc, ces trois infections-là se transmettent d'une personne à une autre personne. Il y a également des bactéries qui sont non transmissibles d'une personne à une autre personne, comme le tétanos, comme le botulisme. Donc, ça vous dit peut-être quelque chose, le tétanos, là, la fameuse maladie qui est causée par
en fait une bactérie qui se retrouve dans l'environnement et si jamais on a une blessure ou une coupure, exemple en travaillant dans un jardin, au jardin avec dans la terre, dans le sol, ben, les spores de la bactérie qui est Clostridium tetani peut aller causer l'infection. Le botulisme, c'est une infection alimentaire. Encore une fois, c'est causé par Clostridium botulinum, qui va faire des spores dans les aliments. Alors, si on est atteint du tétanos ou du botulisme, on ne peut pas la transmettre à une autre personne. On va voir un peu plus loin comment ça va se transmettre les maladies qui sont non transmissibles. Alors, on est encore dans les définitions. C'est quoi un réservoir? Le réservoir, on va utiliser ce terme-là pour décrire ou pour définir un organisme qui héberge un agent infectieux. Souvent, le réservoir va héberger l'agent infectieux, mais sans être malade, sauf qu'il peut le transmettre. Donc, on sait que chez le poulet, on retrouve la bactérie Salmonella. De là, l'idée de jamais manger de poulet mal cuit ou cru. Au niveau du bœuf, on retrouve un certain type de E. coli, qui est le E. coli O157. Donc, c'est pas le même E. coli qui fait partie de la flore normale de l'intestin. Là, c'est un E. coli qui est pathogène et qui va causer des colites hémorragiques. Donc, des gastro-entérites avec du sang dans les selles. Chez le rat, on sait que le rat est porteur de la bactérie Yersinia pestis. Et même souvent, c'est des puces qui se retrouvent chez le rat qui va contenir la bactérie Yersinia pestis qui transmet la peste. Et là, on n'est pas dans les bactéries, mais on est dans les virus. On sait que la chauve-souris, le raton laveur sont souvent, ben pas souvent, mais peuvent être porteurs du virus de la rage. Donc, au niveau de la transmission des bactéries, donc des agents pathogènes, on sait que les portes d'entrée sont nombreuses. On a soit la peau ou les muqueuses, les voies respiratoires, soit par inhalation, les voies digestives par l'alimentation, les voies génito-urinaires, la voie placentaire, ça c'est la transmission verticale de la mère au bébé. Et aussi la voie parentérale, c'est suite à une blessure par soit des seringues, entre autres, ou des coupures. Donc, premièrement, la transmission par la peau et les muqueuses. Au niveau de la peau, ça prend un bris de l'intégrité, c'est-à-dire, parce que en fait, la peau, ça protège super bien contre les infections. On ne va pas attraper une infection si on a, par exemple, une partie d'un bouillon avec lequel on travaille au laboratoire qui tombe sur la peau. Donc, ça prend une blessure, ça prend une coupure. Il y a aussi des infections qui vont se faire suite à des plaies consécutives à des brûlures ou encore suite à des chirurgies, donc des plaies chirurgicales qui pourraient s'infecter. Alors, transmission par les voies respiratoires, on parle de inhalation, soit de particules ou encore d'aérosols. J'ai retenu quelques exemples comme la tuberculose, donc c'est une bactérie on va s'infecter en fait par inhalation de la bactérie Mycobacterium tuberculosis. La coqueluche qui est causée par la bactérie Bordetella pertussis aussi va s'attraper via les voies respiratoires et tous les virus de la grippe, du rhume, virus de la rougeole. Et on pourrait rajouter aussi le super coronavirus. Donc, ce sont tous des micro-organismes qui vont s'attraper par l'inhalation au niveau des voies respiratoires. Transmission par les voies digestives, bon, c'est souvent quand on va manger des aliments qui sont contaminés par les bactéries.
Ça va causer des gastro-entérites. J'ai retenu quelques bactéries, comme par exemple celles que vous connaissez déjà, donc Salmonella shigella, qui cause Salmonellose shigellose. Il y a la bactérie Campylobacter, la bactérie E. coli O157 qui cause la maladie du hamburger. J'en ai parlé tantôt, c'est des colites hémorragiques. On peut rajouter le Vibrio cholerae qui cause le choléra, donc souvent transmis par de l'eau contaminée. Les transmissions par voie génito-urinaire, premièrement, au niveau des infections urinaires, c'est souvent causé par des bactéries endogènes, donc des bactéries qui font déjà partie de la flore normale. On a aussi au niveau des voies génitales, c'est des infections qui sont transmises sexuellement, comme chlamydia, chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhée. Faut pas oublier non plus l'agent de la syphilis, qui est Treponema pallidum, et aussi des virus comme le virus de l'herpès. La transmission par voie placentaire, j'ai dit tout à l'heure que c'est une infection qu'on dit verticale, c'est-à-dire que si la mère est infectée, elle peut la transmettre au bébé, donc au fœtus. J'ai retenu deux micro-organismes, soit Listeria monocytogenes qui cause la listériose. Donc, l'hystéria, c'est souvent retrouvé dans les produits alimentaires comme les fromages qui sont non pasteurisés. Habituellement, ça ne va pas causer un gros problème pour la mère, mais ça peut causer un gros problème pour le fœtus. Et aussi, il y a certains parasites comme le parasite Toxoplasma. Ça aussi, ça ne va pas souvent causer un gros problème pour la mère, mais si jamais elle est infectée pendant la grossesse, ça peut causer des problèmes au bébé. Maintenant, la transmission par voie parentérale, ça c'est suite à un bris de l'intégrité de la peau, soit par une coupure, une piqûre ou une blessure. J'ai retenu le virus du sida, donc le HIV, le virus de l'hépatite B et aussi la bactérie Clostridium tetani. J'en ai parlé tantôt, là, qui cause le tétanos. Donc, c'est suite à une blessure quand on travaille dans l'environnement, dans le jardin. On va se couper, par exemple, ou on va se blesser avec un clou ou un objet en métal qui est rouillé. Et ça peut faire en sorte de transmettre l'infection. Alors, aussi au niveau de la transmission de l'agent pathogène, ça va dépendre de la porte d'entrée. Et j'ai pris un exemple, Clostridium tetani, on vient d'en parler, là, qui cause le tétanos. Ben, c'est non pathogène par voie orale. Donc, si on prend une carotte prélevée dans un potager, il n'y a pas de risque si jamais il y a des spores de Clostridium tetani sur le légume d'attraper l'infection. Cette infection-là va se transmettre par soit une blessure profonde, comme je l'ai dit tantôt, soit une blessure suite au bris de l'intégrité de la peau quand on travaille soit dans un jardin ou dans l'environnement. Alors, on est encore dans la partie de la transmission de l'agent pathogène. Il faut savoir que ça prend une quantité minimale de bactéries pour causer l'infection. C'est ce qu'on appelle la dose infectieuse ou encore DI50. Qu'est-ce que ça veut dire la DI50? C'est la dose de bactéries nécessaire pour infecter 50% des hôtes. J'ai mis 3 exemples de DI50. Par exemple, pour la bactérie Shigella, ça prend seulement 200 bactéries pour causer l'infection.
Par rapport à Shigella, pour Salmonella, ça prend beaucoup plus de bactéries. On voit, ça prend 10 exposant 5 bactéries pour causer l'infection. Et pour Treponema, qui cause la syphilis, ça prend seulement 52 bactéries. Je vais juste parler d'une anecdote. 200 bactéries, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on ne va jamais vous faire travailler cette bactérie-là au collège parce qu'elle est trop dangereuse. Ça prend tellement pas beaucoup de bactéries pour causer la gastro-entérite qu'on prend pas de chance. Donc, on ne va jamais vous faire travailler avec cette bactérie-là au collège, ni en micro 1, ni en micro 2 ou encore en micro 3. Treponema pallidum, ça cause la syphilis, comme je l'ai mentionné, et c'est vraiment, la dose infectante est vraiment faible. Donc, ça prend seulement 52 bactéries quand on est en contact étroit, parce que c'est une bactérie qui est transmise sexuellement. Donc, ça prend seulement 52 bactéries pour que l'infection s'installe chez 50% des individus. Alors, les facteurs qui vont influencer l'implantation d'un agent pathogène, on en a 5. Les 5 principaux, en fait, soit suite à un débalancement de la flore normale, on en a déjà parlé. Au niveau de l'âge, selon l'agent pathogène, mais souvent les enfants et les personnes âgées sont plus susceptibles. Mais encore là, ça dépend. Si on parle du coronavirus, on voit de plus en plus que les enfants ne sont pas affectés, alors que les personnes âgées vont souvent mourir d'une infection au coronavirus. Il y a des facteurs physiologiques et hormonaux. On en a parlé tout à l'heure, suite à un débalancement hormonal, on peut avoir plus de patients qui vont développer des infections, des vaginites, en fait, chez la femme. Il y a des facteurs génétiques et il y a des facteurs environnementaux. Alors, les éléments, ou on pourrait surtout dire les structures qui vont rendre une bactérie plus pathogène, donc qui vont augmenter le pouvoir pathogène. Les 3 premières structures, vous les connaissez déjà, je les ai mis en violet. La capsule, le pili, les flagelles. Ça, on a déjà vu ça au chapitre 1. Donc, la capsule, ça protège contre la phagocytose, donc ça protège contre les cellules phagocytaires du système immunitaire. Les pili, ça permet à ces bactéries-là d'adhérer aux cellules de l'hôte, donc d'aller causer l'infection. Et les flagelles, ça permet à la bactérie de se déplacer pour envahir les tissus environnants. Ça, c'était déjà vu. Ça, c'est nouveau, la protéine M. C'est une protéine qu'on retrouve chez les bactéries du genre Streptococcus et ça permet 2 choses. Ça permet aux bactéries d'adhérer aux cellules, comme les pili, et ça permet aussi de résister à la phagocytose, comme on l'avait vu pour la capsule. Donc, certains Streptococcus sont vraiment bien protégés avec leur protéine M. Il y a certaines bactéries qui sont capables de se multiplier à l'intérieur des macrophages. Alors, ça devient des bactéries qui sont résistantes à l'action du système immunitaire au niveau de la phagocytose. Et on peut parler aussi des variations génétiques, des variations antigéniques. En fait, c'est surtout les virus où on va voir qu'un changement de structure rapide, donc des mutations, ça va permettre de déjouer le système immunitaire. Alors, on est encore dans les éléments qui vont permettre d'augmenter le pouvoir pathogène de certaines bactéries. Et là, on va parler des enzymes extracellulaires. Bon, il y en a que vous connaissez déjà de ces enzymes-là. Premièrement, la coagulase, vous l'avez déjà vu. Pour la bactérie Staphylococcus aureus, ça permet de former un caillot de fibrine et ça protège les bactéries
contre la phagocytose parce que ça fait comme un genre de barrière, une barrière par un caillot de fibrine. Les hémolysines, vous les connaissez aussi. Donc, c'est les enzymes qui vont lyser les globules rouges et on les a déjà observés sur la gélose au sang de mouton, comme hémolyse bêta, hémolyse alpha, par exemple. La streptolysine, c'est aussi des hémolysines, mais qui sont spécifiques aux bactéries du genre Streptococcus. Et ça va permettre de lyser les globules rouges, mais aussi les globules blancs et d'autres cellules. Je vais tout de suite à la kinase, parce qu'on l'a déjà vu aussi. Les kinases, ça fait l'action inverse de la coagulase, donc ça va dégrader les caillots de fibrine qui sont déjà formés. Les staphylokinases qu'on avait déjà vus par exemple. Alors, si la bactérie a réussi à se protéger avec le caillot de fibrine, mais la kinase va dégrader le caillot de fibrine et là, ça va rendre les bactéries encore plus vulnérables au système immunitaire. Qu'est-ce qui est de nouveau? La hyaluronidase. Cette enzyme-là va hydrolyser l'acide hyaluronique qu'on retrouve dans le tissu conjonctif et ça permet à la bactérie de bien se disséminer dans les tissus pour accroître son infection. La collagénase, c'est un peu la même action, mais ça va dégrader le collagène des tissus pour aussi permettre la dissémination des bactéries. Et la dernière enzyme, c'est la leucocidine. La leucocidine, ça dit leuco pour globules blancs, donc les leucocytes. Et ça va tuer, dans le fond, les leucocytes, surtout les leucocytes phagocytaires, donc les globules blancs qui sont capables de phagocytose. Donc maintenant, les toxines, il y a certaines bactéries qui sont capables d'élaborer des toxines. On les appelle les bactéries qui sont toxinogènes, donc capables de générer des toxines. Les toxines, c'est un peu comme un poison qui va augmenter le pouvoir pathogène de certaines bactéries. Et les toxines vont agir soit en détruisant les vaisseaux sanguins ou encore les cellules du sang, en endommageant les membranes de certaines cellules chez l'autre, ou encore en perturbant le système nerveux. À ce moment-là, on va parler de neurotoxines. Alors, dans une grosse infection par une bactérie toxinogène, parfois on va avoir ce qu'on appelle une toxémie. Donc, une toxémie, ça veut dire que la toxine se retrouve dans le sang. Donc, ça cause une infection systémique super grave, parfois mortelle. Donc, les symptômes sont la fièvre, la diarrhée, on peut aller avec des troubles cardiovasculaires, un choc toxique, donc une chute importante de la pression artérielle. Et dans certains cas, on a aussi une perturbation du système nerveux central. En fait, il y a deux types de toxines, soit les exotoxines et les endotoxines. On va commencer par voir les endotoxines. Donc, endo, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur de la paroi cellulaire. Et on avait vu, quand on a vu la structure de la paroi, les lipopolysaccharides. Donc, ce sont les lipopolysaccharides, qui deviennent les endotoxines. Donc, les endotoxines sont libérées pendant la lyse cellulaire au moment de la mort de la bactérie. Donc, la bactérie va mourir, va libérer ces endotoxines qui sont les lipopolysaccharides. On retient que les endotoxines, c'est surtout chez les bactéries gram-négatifs et ce sont des toxines qui sont très stables, donc vraiment difficiles à détruire par la chaleur.
D'ailleurs, les endotoxines vont résister à 121 degrés à l'autoclave. Les bactéries qui sont capables, j'en retiens deux, là, les bactéries qui sont capables de libérer des endotoxines. Premièrement, Salmonella typhi, c'est la bactérie qui va causer la fièvre typhoïde, et Neisseria meningitidis, la bactérie qui va causer des méningites à méningocoque. Donc, les exotoxines, ce sont des toxines qui sont sécrétées à l'extérieur de la cellule bactérienne. Alors, elles vont s'accumuler dans l'environnement ou dans le milieu environnant. Ça concerne surtout les bactéries gram-positifs et ce sont des toxines qui sont instables, donc elles sont faciles à détruire par la chaleur. Il y a trois catégories à retenir, soit les cytotoxines. Cyto, c'est pour cellules. Donc, ce sont des toxines qui vont altérer les cellules. Les entérotoxines, ce sont des toxines qui vont s'attaquer aux cellules du tube digestif. Et les neurotoxines, ce sont des toxines qui vont s'attaquer au système, ça va perturber la transmission de l'influx nerveux au niveau du système nerveux central. Alors, dans le tableau ici, on a quelques maladies qui sont causées par des exotoxines. Donc, je vous présente quelques exemples. Premièrement, on a les deux premières maladies, le botulisme et le tétanos. On en a parlé un peu plus tôt dans le diaporama. Les deux sont causés par des bactéries du genre Clostridium et les deux vont libérer des neurotoxines. Donc, les neurotoxines qu'on a vu tantôt, qui peuvent s'attaquer au système nerveux central. Maintenant, certaines bactéries vont libérer des exotoxines qu'on appelle entérotoxines. On l'a vu, entéro, c'est pour intestin. Et ça va causer des intoxications alimentaires. Donc, j'ai gardé la bactérie. En fait, j'ai choisi la bactérie Staphylococcus aureus parce que vous la connaissez bien. Alors, qu'est-ce qui va se produire si Staphylococcus s'accumule dans des aliments? Va libérer en fait des entérotoxines et ça va pas changer le goût de l'aliment. On va pas trop se rendre compte que l'aliment est contaminé et éventuellement on va se retrouver avec une gastro-entérite. L'exemple de la scarlatine, donc la scarlatine, c'est une complication suite à une infection de la gorge causée par Streptococcus pyogenes. Alors, surtout chez les enfants vont souvent compliquer parce que Streptococcus pyogenes est capable, dans certains cas, de libérer une cytotoxine. Et la cytotoxine va endommager les capillaires ou les petits vaisseaux sanguins, ce qui va donner des rougeurs cutanées sur la peau. Dernier exemple que vous connaissez tous, la tourista. On a tout le monde peur de faire une tourista quand on va dans les pays au sud. Donc, on l'appelle aussi la diarrhée des voyageurs. C'est causé par une bactérie particulière du genre E. coli, qu'on appelle E. coli souche entérotoxinogène. Et encore une fois, on va se retrouver avec l'entérotoxine dans les aliments. Et c'est le même principe que pour Staphylococcus aureus. Ça peut causer des intoxications alimentaires ou des diarrhées. Donc, c'est quoi les MADO? Les MADO, c'est les maladies à déclaration obligatoire. Quand on travaille au laboratoire de microbiologie, il y a certaines bactéries ou certaines infections. Quand on les retrouve au labo, on doit les déclarer. En fait à l'Institut de santé publique du Québec. Et quand ces maladies-là sont diagnostiquées au laboratoire, il faut absolument les déclarer. Et ça permet de suivre l'évolution des infections au Québec et ça permet aussi de détecter des flambées épidémiques ou des foyers d'infection.
D'ailleurs, présentement, avec le coronavirus, l'Institut de santé publique du Québec travaille fort parce que chaque cas de coronavirus doit être déclaré et ça permet aussi d'établir la chaîne de transmission d'une infection et de prendre des mesures pour réduire la dissémination de la maladie. Alors, je vous mets quelques exemples de maladies à déclaration obligatoire. Évidemment, HIV, rougeole, virus de la rage, la coqueluche. On a vu qu'il y a eu dans les dernières années des éclosions de coqueluches dans certaines communautés. La tuberculose, les maladies transmises sexuellement comme la gonorrhée, chlamydia, toutes les infections intestinales comme Salmonella et Shigella, mais il y en a d'autres. Ça, c'est à déclaration obligatoire et on peut rajouter le fameux coronavirus, qui était inconnu d'ailleurs il y a 6 mois. Les maladies à déclaration obligatoire, ça permet aussi de surveiller les souches de bactéries qui sont résistantes à certains antibiotiques dans les hôpitaux. On parle du SARM. SARM, ça veut dire les Staphylococcus aureus résistants à la médicilline. ERV, on fait référence à Enterococcus résistant à la vancomycine. Et il y a également des souches qui sont multirésistantes à plusieurs antibiotiques. Donc, c'est les patients qui sont hospitalisés, ils sont dépistés de façon systématique. Et si on voit qu'ils sont porteurs de ces bactéries résistantes, on va les mettre en isolement, premièrement, pour ne pas contaminer d'autres patients. Et on va, en fait, les laboratoires doivent absolument faire les déclarations par MADO au laboratoire de santé publique du Québec pour suivre la présence de ces bactéries résistantes-là et pour vérifier aussi s'il y a des éclosions qui pourraient mettre en danger d'autres patients.